Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à commenter dans le chat s'il y a le moindre souci. Et bienvenue, bienvenue à ce webinaire dédié au sujet autour de l'hybridation et de l'urbanisation des systèmes d'information et des données. Vous allez pouvoir avoir tout un tas d'explications sur ces différents sujets grâce à nos différents intervenants qui sont représentés aujourd'hui. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Mickaël Venet, ingénieur d'affaires au sein de Groupe Easy. Je présenterai un petit peu plus tard qui nous sommes. Et je vais laisser mes collaborateurs se présenter. Jean-Philippe Bouigou, directeur technique de Salvia Développement. Pascal Guillet, directeur de consulting donc au sein de OVH chez des deals stratégiques. Olivier ITNU, avocat. Merci à tous. Du coup, alors vous allez avoir les pop-up avec les petites questions sur les côtés. Oui, Si pendant la présentation ou après vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à poser vos questions et nous tenterons d'y répondre chaque fois que nous le pourrons. Et puis sinon, nous les aborderons à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser Jean-Philippe commencer. Bonjour à tous. Alors, je fais partie du groupe Salvia Développement. On est un éditeur de logiciels principalement orienté sur l'immobilier, que ce soit public ou privé. Tu peux avancer? Notre particularité, nous, c'est qu'on maîtrise la chaîne de bout en bout. On va depuis le financement d'une opération immobilière jusqu'à l'état des lieux. Et quand on livre la part tout ça. Oups. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, quelques chiffres clés. En gros, il y a 6500 bâtiments qui sont suivis par nous, ce qui fait à peu près 60 000 lots. Et puis, comme on gère derrière aussi la dette associée à ça, il y a à peu près 100 milliards d'encours de dette qui sont faits dans nos logiciels. Slide suivante. Alors, j'aime bien commencer mes présentations souvent par un petit retour en arrière sur l'histoire. Et là, je vais retourner bien avant l'informatique au 19e siècle. Avant la découverte de la colonne de distillation, il faut se rappeler que le pétrole, c'était un événement qui était plutôt gênant. Si on avait du pétrole dans son champ, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le cultiver. Et donc, c'était vécu comme une plaie, un vrai problème. Après la colonne de distillation, on s'est rendu compte de l'intérêt que pouvait avoir le pétrole et on l'a transformé en quelque chose qui porte pas mal de valeur. Slide suivante. On entend souvent parler de la donnée comme étant le pétrole du XXIe siècle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équivalent de la colonne de distillation pour les données, c'est toujours pas très clair. On a plein de données dans des data centers, ça coûte de l'argent en disque dur, en maintenance de la donnée, en sauvegarde, etc. Mais malgré le nombre d'outils qu'on a à disposition pour faire du big data, l'intelligence de leurs données et de son organisation ne sont pas si nombreuses que ça. En fait, on voit que les retours d'expérience sur les mises en place de big data, etc., sont encore majoritairement négatifs, ou en tout cas qu'il n'y a pas un retour sur investissement qui est massif et démontré. Et aussi, même dans l'investissement dans des personnes pour avoir de la force de travail intellectuelle pour manipuler la data, vous embauchez un data scientist, c'est pas pour autant que vous arriverez à faire quelque chose de la donnée. Alors, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est le diagramme 4 strates greffe. L'idée, c'est de découper un système d'information sur 4 couches qui correspondent au processus métier, qu'on va faire avec le système d'information, à la partie fonctionnelle, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités qui sont offertes par le système ou par les humains qui y participent. Et puis, les 2 dernières couches du bas, c'est les couches système technique, on va dire, avec une qui s'occupe du software, la 3e, et puis la 4e, tout en bas, c'est la partie hardware. Les 2 couches du bas, clairement, c'est ce qui coûte de l'argent. Il faut acheter le software, il faut acheter l'architecture technique, le hardware, etc. Et si on veut valoriser la donnée, en fait, la valeur, elle se trouve uniquement dans les usages qu'on a de la donnée. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'outils. Donc, vous voyez à gauche,
on a foisonnement d'outils de big data, de traitement de données, etc. Mais le problème, c'est que tout ça, ça s'adresse uniquement aux couches techniques. Si on remonte un petit peu sur l'architecture fonctionnelle, on va avoir des personnes, on va avoir de la capacité de traitement intellectuel avec des data scientists, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, il n'y a pas de définition de ce qu'on souhaite faire en termes de processus sur la donnée. Tu peux aller à la suivante. Donc la solution qu'on propose là, c'est d'urbaniser, c'est-à-dire de découper le système d'information de façon à ce qu'il puisse évoluer progressivement. La problématique et la raison pour laquelle on arrive mal à modéliser les processus, c'est que les processus de traitement de la donnée, ils changent sans arrêt. Or, quand on a un système d'information qui a mis 6 mois, 1 an à se mettre en place autour de bases de données, de big data, etc., en général, la dernière chose qu'on souhaite, c'est le faire évoluer trop vite. Mais la réglementation, les besoins marketing font à l'inverse. On a besoin justement que la donnée change très vite de flux, de consommateurs, etc. Donc, il faut arriver à réconcilier ces deux façons de faire. Et la façon de faire pour les données, c'est de faire ce qu'on appelle des référentiels, et donc de séparer de manière très stricte ce qui relève du hardware, du software, du fonctionnel et des processus. Donc, du côté fonctionnel et processus, on va plutôt mettre l'accent sur la gestion de la gouvernance de données, déterminer qui est le propriétaire de la donnée et qui est le data steward, c'est-à-dire la personne qui va entretenir la donnée au jour le jour, alors que le data owner, c'est le propriétaire au sens de la valorisation de la donnée. Il faut parler aussi de gestion du cycle de vie de la donnée. Souvent, les bases de données qu'on utilise ne voient en fait qu'un cliché de la donnée à un moment précis. Or, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toute l'historique de vos données intéressantes. En particulier pour des données vraiment capitales dans les systèmes d'information comme les produits, les clients, les contrats, etc. C'est très intéressant de ne pas avoir juste une table de données où c'est marqué client et vous avez la liste clients dedans, mais d'avoir vraiment la capacité de dire à tel moment, telle personne a modifié le client, a rajouté une coordonnée bancaire, a supprimé une adresse principale ou l'a transformée en adresse administrative, etc., etc. Donc il y a un vrai besoin de traçabilité, non seulement pour des raisons réglementaires, parce que la traçabilité est de plus en plus importante dans un contexte légal, mais aussi en termes de valorisation de la donnée, parce que ce qui fait la valeur de la donnée, souvent, c'est bien son historique et c'est pas son état à un instant T. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur ça, sur la partie gouvernance de données, là, on peut descendre sur la partie software et sur la partie hardware. On va passer à la suivante. Et c'est là que nous allons pouvoir intervenir, et comme nous sommes intervenus pour Salvia il y a quelques années maintenant, et que nous continuons de le faire, l'idée c'est d'accompagner nos clients dans cette urbanisation sur les couches dont nous sommes spécialistes, pour répondre à toutes les contraintes, tous les enjeux business que vous pouvez avoir en tant qu'éditeur de logiciels. Donc, on a pour ça différentes capacités à répondre. Donc, on peut fournir des solutions. Donc, on est fournisseur de solutions cloud ou on-premise et multi-cloud. Donc, nous, l'idée, c'est de réfléchir à la meilleure implémentation d'infrastructures pour choisir ce qui se passe, ce qui ferait le plus sens pour vous, pour quel morceau, parce que ça peut être par bout d'application. Il n'y a pas de règles particulières, on cherche le mieux. Et le but, du coup, c'est de vous proposer une expertise pour vous accompagner sur les différents sujets et vous recommander la meilleure solution au bon moment, parce qu'elles peuvent aussi évoluer, ces solutions. Donc, on essaie de vous apporter beaucoup d'agilité et de flexibilité pour que vous puissiez vous adapter au plus vite au marché, à vos enjeux. La solution, si tu veux bien revenir en arrière de 2 slides, la solution, en fait, est même potentiellement multiple. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un référentiel de données où, quand on réfléchit au cycle de vie de la donnée, on se rend compte qu'il y a une partie du référentiel qui sont des données sur lesquelles on va très très vite avoir de la modification, être en mode transactionnel, et une autre partie de la donnée qui va servir par exemple que pour de l'indexation ou pour du reporting. Et là, dans ce cas-là, potentiellement, sur un même cloud ou sur 2 clouds différents, on va avoir des solutions qui sont adaptées à cette consommation. Avec d'un côté un cloud qui serait spécialisé avec des architectures pour aller très vite sur de la donnée en écriture, avec des disques durs SSD ou du flash, et de l'autre côté, un cloud qui serait spécialisé sur la lecture longue, avec des machines peut-être moins chères
mais qui permettrait de gérer uniquement la partie, on va dire, archives et data à froid. Et puis là, si on peut revenir du coup 2 slides après. Donc la base pour arriver à réaliser ce genre d'architecture, c'est de ne pas faire d'interop point à point, c'est-à-dire de ne pas avoir de logiciels qui dépendent directement les uns des autres, mais avoir des logiciels qui dépendent de fonctionnalités qui sont implémentées dans d'autres logiciels. Donc, typiquement, imaginons que vous avez un logiciel qui a besoin de documents électroniques. Toute l'idée est de dire je ne le branche pas en direct sur Maged, sur des comportements propriétaires de Maged. Je vais le brancher sur une API qui est normalisée à la norme CMIS. Et il se trouve que dans mon système, le endpoint, l'accès à cette API sera branché sur un Alfresco, un Nuxeo, n'importe quel GED en fait qui expose cette norme CMIS. Et c'est ça qui va permettre une vraie souplesse de la gestion des données. Si on a du couplage qui est fait directement dans le logiciel, quand on change nos processus de valorisation de la donnée, il y a de bonnes chances qu'il faille refaire du développement et qu'on soit reparti sur un cycle de plusieurs mois avant d'arriver à en tirer de la valeur. Si on a découplé la consommation de la donnée et sa production, à ce moment-là, on est en mesure de faire évoluer très très vite le processus sans avoir d'impact sur le système d'information. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors la clé de tout ça, évidemment, j'en ai parlé à l'instant, est bien sûr de normaliser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas standardisé les flux d'informations, vous serez en incapacité de changer les branchements, de rediriger la donnée. Alors je fais une petite comparaison entre ce qu'on fait aujourd'hui sur l'électricité. Dans votre maison, vous branchez comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes chez EDF et que vous décidez de changer de fournisseur d'électricité, pour vous, c'est complètement transparent, puisque ce qui arrivera de toute façon dans votre maison, c'est de la norme, 230 volts, 50 Hz, sur une prise qui a telle taille, etc. Et derrière, vous branchez librement vos appareils. Si vous avez un smartphone qui a besoin de 5 volts, c'est pas grave, parce que vous avez un convertisseur de 220, 5 volts ou 12 volts en fonction des machines. Bref, vous avez une norme sur laquelle vous appuyez et qui va vous permettre de faire ce que vous voulez avec l'électricité dans la maison. C'est la même chose sur l'informatique, c'est-à-dire que les systèmes d'information modernes, en tout cas, urbanisés, sont conçus systématiquement sur une normalisation des échanges qui va vous permettre de faire varier une des applications en ayant un impact quasi nul sur l'autre. Le diable est toujours dans les détails, parce que les normes sont parfois pas bien implémentées, il y a toujours des petites choses qui viennent poser problème, mais par rapport à l'interop point à point, où il faut recréer complètement l'interop à chaque fois que vous changez un côté d'une application, c'est évidemment déjà le jour et la nuit. Et aujourd'hui, dans les systèmes informatiques, il y a des tas de normes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Là, j'ai mis quelques normes, par exemple, qui gèrent l'authentification. Vous avez XBRL pour faire des échanges bancaires, OData pour exposer de la donnée de manière normalisée. Bref, ce n'est pas les systèmes de normalisation qui manquent aujourd'hui, c'est plutôt leur utilisation qui est en défaut. Slide suivante. On pourrait résumer ça en fait en disant qu'il faut qu'on fasse du Lego en fait avec nos services. La différence entre faire un jouet en bois et puis faire un jouet en Lego, c'est que le jouet en bois, une fois qu'il a été taillé, découpé, assemblé, c'est quand même assez délicat de récupérer des morceaux et puis de faire un jouet qui est très différent. L'avantage du Lego, c'est que vous allez pouvoir déconstruire et reconstruire avec des pièces qui sont naturellement compatibles. Et si vous faites attention à avoir des pièces qui sont tout le temps compatibles à cette norme qui est la taille du tenon, la définition d'un axe Lego, vous arriverez toujours à faire évoluer un système. Donc là, typiquement, vous passez d'un moteur à 4 cylindres à un moteur en 6 cylindres. Du moment que vous aviez fait le connecteur de médiation qui a le même format d'un côté et de l'autre avec ces petits engrenages jaunes, là, ça veut dire que vous n'aurez aucune différence par rapport à l'axe qui vient faire tourner le moteur. Et lui n'aura aucune idée de ce qui se passe derrière, si c'est un gros moteur ou un petit moteur. C'est ça qu'on cherche à avoir sur la donnée. Slide suivante. Alors, quand je montre ces systèmes de fonctionnement-là à des DSI ou à des étudiants aussi, il y a souvent des gens qui me disent « Ah, c'est très très innovant comme façon de faire ». Non, pas du tout. C'est des choses qui sont connues depuis des siècles. Alors des siècles, je parle de siècles informatiques, c'est-à-dire depuis plusieurs dizaines d'années. Donc les premiers livres, c'était Sassoon et LongGP, c'était dès 1998.
Et il y a un livre qui date de 2008 là, qui décrit un système d'information durable comme étant en fait un mélange d'un système de business process model pour gérer les process, du master data management pour la couche de référentiel de données, et puis un business rules management system pour gérer les règles métiers de manière dynamique. Donc ça, ces approches-là, elles sont connues, elles sont théorisées depuis très longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de systèmes legacy qui sont faits avec de l'interop point à point. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer en normalisant au maximum les flux de données pour être libre de faire changer comme on veut et le software et le hardware qu'il y a derrière. En suivant. Donc j'ai rapidement brossé ça tout à l'heure quand je parlais de la séparation entre deux clouds. Physiquement, en termes d'informatique, ce qui va se passer, c'est que vous allez exposer un point central de consommation de la donnée. Donc vous créez un contrat en disant dans mon système d'information, quand je consomme par exemple la donnée des clients, ça sera toujours sous tel point. C'est-à-dire que je m'engage, ça sera toujours http ma société /client / l'identifiant du client, son SIRET par exemple, et ça c'est contractuel. Et ce qui se passe derrière, c'est-à-dire que si je le mets dans une base de données qui est en local, ou si je le mets sur un cloud, ou sur un morceau de cloud hybride avec la persistance d'un côté et puis tout ce qui est gisement pour mon reporting de l'autre, c'est pas grave, on s'en fiche. La seule chose qui compte pour les applicatifs qui ont besoin des données des clients, c'est d'avoir une seule API sur laquelle compter. Et du coup, derrière, nous, on va pouvoir faire ce qu'on veut et dire, la persistance, jusqu'à maintenant, pour des raisons psychologiques, souvent les gens, ils aiment bien l'avoir chez eux. Puis on est très habitué aux bases de données relationnelles. En fait, dans des données comme les clients ou des données métiers, ce qui est beaucoup plus adapté, c'est d'utiliser des bases de données qui sont non structurées, comme Mongo ou les bases NoSQL de manière générale. Donc ça peut être un moyen d'évoluer la part de base de données qui est en local, et puis derrière de dire le reporting, je vais le pousser par exemple dans un cloud dédié qui va s'occuper de me faire une factory de données, un entrepôt de données. Et puis l'indexation, je vais avoir besoin de serveurs très rapides pour faire de l'indexation. Je vais aller demander à Easy s'ils n'ont pas une offre avec des serveurs qui seraient uniquement avec des disques durs haute performance et avec beaucoup de mémoire pour gérer ma problématique d'indexation à part. Slide suivante. Et un dernier point, en fait, le lien à la sécurité, parce que cette capacité de découper vos données et de ne plus avoir juste une grosse base de données SQL monolithique, mais d'avoir une donnée qui est découpée et qui est placée dans des systèmes différents, c'est aussi ce qui permet de mettre en place ce qu'on appelle la défense en rideau. Le principe, Noix de coco contre mangue, a été publié, a été développé en fait par un ingénieur de l'ANSSI, Philippe Wolff. Et la métaphore consiste à dire, si vous avez un système qui est monolithique, il ressemble un petit peu à une noix de coco, c'est-à-dire qu'il est très dur d'aspect extérieur. Par contre, il suffit de trouver un endroit où creuser, une petite faille, par exemple dans les aspérités de la noix de coco, là où c'est plus facile d'aller creuser un trou, et tout le jus il va sortir. Typiquement, c'est ce que vous avez si quelqu'un découvre une faille d'injection SQL sur votre base de données monolithique. Une seule faille d'injection SQL, et la personne va pouvoir récupérer la totalité de la donnée applicative de votre base. À l'inverse, si vous êtes dans des structures modulaires, comme on le fait sur des référentiels propres, vous êtes plutôt dans une approche de Mang où vous allez avoir une base de données qui est par exemple de la donnée publique. La donnée publique, à la rigueur, si quelqu'un arrive à la trouver, c'est pas grave. On ne protège pas, par exemple, un serveur open data de la même manière qu'on fait sur l'autre. La gestion des subventions d'entreprise, par exemple, de toute façon, c'est de la donnée qui est publique et qui sera diffusée au journal officiel. Donc, c'est pas la peine de s'embêter à la sécuriser. Et puis, plus vous allez descendre dans le système d'information vers de la donnée intéressante, et en particulier de la donnée qui serait le cœur du cœur, la gestion financière de votre système d'information, et plus vous allez avoir de services à passer et de sécurité, de rideaux de sécurité différents pour arriver au fin du fin et au plus important de la donnée. Et ça, évidemment, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir modularisé et découpé sa donnée. Donc, pour résumer ce qu'on disait, sur le côté gauche, vous avez la cartographie en 4 strates du SIRET. Donc, il convient bien de séparer à chaque fois qu'est-ce qui relève du processus de gestion de votre donnée,
quelles sont les fonctionnalités humaines ou logicielles, ou en tout cas du système d'information que vous utilisez, quels sont les logiciels en dessous en Strat 3 que vous utilisez, et sur quelle infrastructure technique vous les faites porter. Et on entend très souvent, on voit dans des articles, il faut désiloter. Il faut faire attention à ce dont on parle quand on parle d'enlever les silos. Enlever les silos au niveau organisationnel, oui, c'est une très bonne idée, parce que si les gens dans votre système d'information ils parlent pas ensemble et qu'ils communiquent pas la donnée, vous allez avoir un problème. Si chacun a son référentiel client, c'est un gros problème. Par contre, au niveau du software, on est plutôt content d'avoir des silos. Parce que si vous aviez une base de données où quand vous installez la base, vous cassez, je sais pas moi, votre système de RP à côté, ça serait quand même un sacré problème. Et là, en fait, le silotage au niveau du software, c'est plutôt bon. Et derrière, il va se répercuter, évidemment, au niveau du cloud ou du stockage on-premise que vous choisissez. Parce que le stockage sur des clouds différenciés, le stockage hybride, ou le stockage d'une partie on-premise et une partie dans le cloud, va vous permettre, encore une fois, d'assurer une étanchéité parfaite de vos données, tout en ayant la capacité au niveau le plus haut de les faire travailler ensemble. Donc ce que je vous ai mis sur la droite, c'est ce que vous voyez, le schéma en haut avec des flèches dans tous les sens de couleurs. Ça, c'est un système d'information. Alors, c'est pas des flèches que j'ai mis au hasard, c'était vraiment le calque qui avait été pris chez 4 de nos plus gros clients et qui simulait les échanges des tiers, des clients en fait, chez ces comptes-là. Alors, évidemment, dans un monde comme ça, d'échange de données dans tous les sens, assurer par exemple la compatibilité au RGPD, c'était absolument impossible. Et le seul moyen en fait de se sortir de ce plat de spaghetti, parce que c'était en train d'en devenir un, ça a été d'urbaniser la donnée. Et derrière, on est arrivé à des schémas d'échange de données qui sont beaucoup plus propres et qui sont faciles à gérer par les métiers. Avec ce système-là, on a même des cas où les métiers ont été en mesure de changer les flux de données, de réorganiser les flux de données en fonction de changements réglementaires et de changements des méthodes de travail, uniquement en changeant un fichier XML et sans toucher à quoi que ce soit derrière. Donc c'est ça qu'on veut arriver à atteindre, et en particulier, c'est ce qui nous permet aussi de tirer parti de la vélocité des relations qu'on peut avoir avec les fournisseurs de cloud. Parce que si derrière, on a des fournisseurs de cloud qui sont capables de changer une infrastructure en quelques jours ou quelques heures, mais que nous, de notre côté, le processus réglementaire met 3 mois à faire évoluer les logiciels, c'est sûr qu'on va pas tirer de la valeur de nos partenaires sur l'hébergement. OK pour moi? On t'entend pas, Michael? Excusez-moi, je suis de retour. Oui, merci Jean-Philippe pour cette belle intervention sur l'urbanisation des données. C'est vraiment clair et très intéressant. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer comment Groupe Easy peut répondre à tous ces enjeux pour vous aider et vous accompagner au mieux pour que vous puissiez aller au plus proche de tout ce que Jean-Philippe vous a bien décrit pour urbaniser vos données. Slide suivant. Donc, je vais commencer par vous présenter Groupe Easy. Groupe Easy, c'est une société qui a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du cloud, du service managé et de l'intégration. On fait près de 31 millions de chiffre d'affaires. On est une société encore familiale. On est 120 collaborateurs. Donc c'est déjà une belle structure, mais ça nous permet de garder quand même une proximité, une relation de proximité avec nos clients. On a un centre de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour garantir la disponibilité des applications de nos clients et leur sécurisation. On a près de 500 clients directs et indirects. On a beaucoup de clients indirects, comme Salia Développement, de nos clients et qui adressent ses propres clients au travers de nos services. Et donc, les infrastructures et les services que l'on propose sont aujourd'hui certifiés ISO 9001, ISO 27001, ce qui est un gage de solidité, de sécurité de vos données, et hébergeurs de données de santé. Notre certification que nous aurons passée il y a quelques années maintenant. Les métiers du groupe Easy, c'est essentiellement de garantir 3 choses de nos expertises, qui sont la disponibilité des applications, la sécurité et la performance. Ça, c'est les 3 pans sur lesquels on s'oriente. Comment est-ce qu'on fait ça? On propose diverses solutions pour répondre à ces enjeux. D'abord des solutions de cloud, diverses et variées. On a notre cloud, on a des clouds publics, comme OVH, avec qui on travaille énormément.
On a des solutions de services managés pour garantir la disponibilité des applications et des services d'intégration et d'expertise sur différents sujets. Donc, ça peut être de l'intégration pour intégrer du cloud public, pour intégrer des solutions on-premise, pour intégrer différents enjeux de sécurité, de performance et bien entendu des notions d'expertise, des équipes pour pouvoir répondre à tous ces enjeux autour de l'infrastructure, de la donnée, de la sécurité et des réseaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire sur tous ces périmètres avec Group Easy? Donc là, on découpe un petit peu, c'est une carte assez large de tout ce qu'on est capable de faire, et il en manque encore. Mais l'idée, c'est de répondre. L'urbanisation de la donnée, telle qu'a présenté Jean-Philippe, il y a des gens qui sont à des niveaux plus ou moins différents d'évolution de leurs applications et qui sont capables de faire plus ou moins de choses pour passer des problématiques d'infrastructure, de réseau, de sécurité ou pas, et qui sont capables de mettre en place différentes choses. Donc nous, l'idée, c'est de proposer un éventail de solutions très large pour pouvoir répondre aux enjeux de nos clients et surtout, du coup, dans ce périmètre dans lequel on parle, des éditeurs de logiciels. Donc là, on va pouvoir répondre avec des enjeux de cloud public ou de cloud on-premise, de cloud privé. Donc là, on va avoir notre propre cloud, du cloud OVH, qui est l'intervention juste après, qui est un gros partenaire à nous, du cloud Microsoft Azure et des infrastructures on-premise. Donc là, on peut mettre vos propres infrastructures. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer sur les marques d'infrastructures, etc., mais on gère à peu près tous les systèmes de virtualisation. On est sur tous les gros fabricants de matériel quand il faut faire du on-premise. Sur la partie sécurité, ça fait partie d'une forte expertise chez nous. La sécurité de la donnée, c'est très très important. Hein, c'est votre pétrole. Donc, il faut qu'on le garantisse que personne ne peut faire d'intrusion, de vol, d'attaque à la disponibilité. Donc là, c'est les sujets sur lesquels on va pouvoir se positionner en partie. La base de données, nous avons une forte expertise sur la base de données pour vous accompagner sur des bases de données standard SQL ou NoSQL avec des expertises de mise en œuvre, d'accompagnement et de services managés toujours. Et puis des solutions un peu plus tournées vers l'utilisateur, comme par exemple IP Label dans le cas des éditeurs logiciels, qui est une solution de supervision de performance applicative que nous intégrons chez nos clients, qui permet d'aller simuler des parcours utilisateurs et d'être alerté, pas quand un serveur est saturé, mais quand un utilisateur a une lenteur dans son application. Ça permet d'être beaucoup plus réactif, plus proactif sur les problématiques que vos utilisateurs peuvent rencontrer pour être satisfait du service que vous fournissez. Slide suivante. Donc nous, comment est-ce qu'on positionne le marché? Donc on a essayé de comprendre les enjeux des éditeurs. Alors vous n'avez peut-être pas tous le même avis, il y a peut-être des petites choses en plus, voilà, mais bon, c'est quand même les enjeux assez stratégiques. Aujourd'hui, les métiers, que ce soit pour les éditeurs ou chez les clients finaux, les métiers sont de plus en plus impliqués dans les projets. Avant, on parlait à une DSI qui était très infrastructure. Maintenant, on a vraiment des problématiques qui nous viennent des métiers directement. Mon application doit faire ci, elle doit parler comme ça, elle doit être présentée comme ci, etc. Et donc, les métiers sont de plus en plus impliqués. Donc, il faut réagir différemment aux propositions qu'on fait. Et donc, on s'adapte de plus en plus aux contraintes métiers plus qu'aux contraintes infrastructure des DSI classiques. Le time to market, bien entendu, ça c'est peut-être, je pense, un des points les plus importants. Comment est-ce que vous pouvez livrer vos clients le plus rapidement possible pour être le plus productif, le plus efficace et apporter le plus de satisfaction, tant dans la mise en œuvre de la solution dans le départ, mais également dans toutes les nouvelles mises à jour ou mises au point qui peuvent arriver dans les applications. Les nouveaux usages, donc ça c'est très important. Nous, on essaie de se tenir au fait de toutes les problématiques de sécurité, de disponibilité, de performance. Les besoins, vous avez un besoin de simplifier les offres. Donc ça c'est également, faut pas que quand on met de l'infrastructure, quand les solutions sont pas forcément prêtes pour être urbanisées en SaaS, ben vous avez besoin de simplifier vos offres. Donc là, nous, on travaille à vous accompagner dans cette simplification. L'optimisation des budgets, bien entendu, ça c'est un des points majeurs. Hein. Il faut toujours que ce soit moins cher pour être plus compétitif, ce qui est normal. Donc nous, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça? Donc on a une pluralité des solutions, donc on peut vous proposer des solutions, comme je disais tout à l'heure, sur toute catégorie, hein, des clouds publics, des clouds privés, du on-premise, on répond à tout. Les enjeux de sécurité, on vous fait du sur-mesure et on a du PaaS, on a du SaaS, on a du IaaS, sur tout un tas de solutions. Donc on sait répondre à plein d'enjeux. Et donc on va vous fournir
des systèmes qu'on va garantir disponibles. Ça, c'est notre de lance, c'est de garantir qu'on met un service de maintien en condition opérationnelle de vos systèmes pour s'assurer qu'ils soient tout le temps disponibles pour vos utilisateurs, tout le temps sécurisés et tout le temps à des bonnes performances. Il faut être agile, ça c'est important, il faut qu'on puisse réagir et modifier, comme disait Jean-Philippe, il faut pouvoir faire évoluer le système assez rapidement si vous avez des nouvelles contraintes, si vous avez vous faites évoluer, si vous avez des nouveaux enjeux. La méthodologie d'accompagnement dont je parlerai juste après, on a créé une petite méthodologie d'accompagnement des éditeurs et on essaie d'être un partenaire de proximité. L'idée, c'est d'être au quotidien avec vous, de répondre aux enjeux que nos clients ont, d'être au plus près d'eux au quotidien pour comprendre les nouveaux enjeux, tout ce qui se passe, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir de manière proactive le plus rapidement possible. Slide suivante. Donc la petite méthodologie pour accompagner nos clients éditeurs, elle est plutôt simple, mais elle est essentielle à respecter dans ce sens-là. Donc ça commence par un simple atelier technique qui peut être sur une heure ou 3 jours, ça dépend de la complexité de votre architecture. Et donc l'idée, c'est de comprendre qu'on ait connaissance du fonctionnement de vos applications. Parce que pour vous faire des propositions les plus adaptées, il faut qu'on soit au plus proche de la compréhension du fonctionnement de vos applications, des flux de vos applications, comment est composée votre application. Donc, il parlait tout à l'heure des silos, des schémas d'infrastructure, des parties fonctionnelles, des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit au plus proche de la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de mutualiser? Certains ont des applications qui sont compatibles multitenantes, d'autres non. Donc, il y a des bouts qui sont multitenantes, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que ça a un intérêt? Donc, on réfléchit à tous ces sujets-là parce que plus on peut mutualiser, plus on peut baisser les coûts. Mais il faut surtout pas que ça diminue la sécurité entre vos utilisateurs. L'accessibilité, donc c'est très important. Comment est-ce que vous y accédez? Est-ce que c'est du client lourd, du client web? Est-ce que vous faites du coup du bureau virtuel, du site fixe? Est-ce que c'est des flux web tout simplement? Comment est-ce qu'on accède à tout ça? La gestion des bases de données, la sécurité des flux, l'automatisation, ça c'est un point essentiel pour le time to market, de pouvoir automatiser un maximum les process de livraison de vos applications, des métiers. Il faut que ça aille le plus vite possible, donc plus on automatise, plus ça va, donc on se fait accompagner là-dessus. Et puis proposer des environnements qui sont le plus adaptés, donc on va réfléchir dans ces ateliers à quel est l'environnement le plus adapté. Donc du coup, dans la phase 2, on vous design une architecture, un atelier de design d'architecture. Donc là, on arrive, on vous présente un scénario, d'accord. On vous présente un scénario, excusez-moi, on met une petite note. On vous présente un scénario un et même plusieurs scénarios liés à tous les ateliers qu'on a menés avant. Et là, on va vous faire des propositions et on va échanger ensemble sur ces propositions des scénarios les plus adaptés. Mais rien n'est figé dans le marbre, on échange ensemble. On fige aujourd'hui un scénario à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme, parce qu'il faut qu'on voit vos capacités d'évolution de vos applications. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire aujourd'hui avec votre application? Qu'est-ce qu'on saura faire demain? Donc, on anticipe tout ça et on fait des propositions, on affine ensemble, on travaille sur de l'automatisation pour aller le plus vite possible. Et puis, vous arrivez là et on vous aide à travailler sur des ateliers de chiffrage, parce que l'idée, c'est que vous sortiez des tarifs pour vos utilisateurs. C'est quand même important. Le but, c'est de vendre vos produits quand même. Et donc, l'idée, c'est de vous aider par des tests à granulariser vos prix sur vos produits pour aller être le plus performant possible sur vos ventes et vos mises en œuvre. Donc après, on fait des ateliers de POC. Donc là, c'est indispensable. Donc on a défini une architecture, on la met en œuvre, on teste que tout se passe bien, que tout fonctionne bien, on affine éventuellement. Et puis en fait, on finit par des tests de montée de charge une fois qu'on a cette architecture. Donc on teste les évolutions parce que ça va vous permettre d'affiner. Dans l'atelier d'avant, on designait des prix. Mais là, du coup, on va vraiment aller au plus proche. Avec un test de montée de charge, on va vous dire exactement ce que tient votre application, parce que nous, on vous fait des prérequis par des standards, mais parfois les applications sont plus ou moins consommatrices que les standards, et donc il faut qu'on s'adapte au plus proche. Slide suivante. Et donc du coup, je passe la main à Pascal, mon collègue d'OVH, parce que nous travaillons dans ces approches que je fais avec vous. Je vous parlais juste avant, nous travaillons beaucoup avec OVH sur toutes ces notions, et notamment pour toutes les problématiques de cloud souverain, dont Pascal va vous parler avec grand plaisir. Oui, bonjour à tous. Donc, peut-être passer à la slide suivante pour expliquer un peu le contexte et focaliser un peu sur la partie souveraineté. Je pense qu'il faut être lucide et Olivier
appuiera certainement mes propos, ou en tout cas est confronté à cette problématique de plus en plus fréquemment. Donc il faut être conscient que la notion de souveraineté est un sujet de plus en plus important au niveau international, et le cloud naturellement est un des vecteurs de capture ou de contrôle des données qui est un des points clés. Donc parmi les points importants, il faut être conscient que depuis maintenant la dernière guerre, en dehors de celle qu'on mène actuellement, mais Prism et puis la NSA finalement récupèrent beaucoup de données, les data crunch et les utilisent à différentes fins. L'affaire Snowden en 2012 a fait apparaître une dimension d'intelligence économique importante, et qui était vraiment à insoupçonner en règle générale. On s'est aperçu qu'effectivement, sur des gros dossiers, on était largement contrôlé par certaines institutions américaines, entre autres. Un point important sur le cadre du Cloud Act, c'est que finalement, on a depuis maintenant quelques années une loi qui permet donc hors des États-Unis de pouvoir contrôler toutes les données qui sont hébergées chez des fournisseurs et des CSP en fait, et entre autres les GAFAM. Et ça, c'est véritablement une dimension importante à noter. La Chine et d'autres pays font de même d'ailleurs. Et puis il y a un point important qu'il faut être conscient, c'est que les groupements donc d'APT, qui finalement regroupent un certain nombre de terroristes internationaux, finalement orientent les attaques, souvent organisées et orchestrées par les États. Donc tout ça fait que le métier de clouder et entre autres européen pose un vrai problème. Je rappelle que on a effectivement eu plus de 100 milliards d'amendes qui ont été infligées, notamment par les USA, au travers à la fois des lois anti-corruption, l'affaire Alstom en est un exemple, et puis des embargos, l'utilisation du dollar, notamment venant d'un certain nombre associant à un certain nombre de pays, et notamment l'Iran et d'autres. Donc souvent les preuves d'ailleurs viennent, je rappelle dans le cadre de certaines affaires, c'est des dizaines de milliers de mails qui servent de preuve pour infliger des amendes. Donc en fait, et puis une initiative qu'il faut rappeler, celle de 2012, qui était dans l'intention intéressante, mais qui malheureusement n'a pas abouti à un résultat très probant, donc au travers de CloudWatt et Numergy, pour lequel on pourrait passer un peu de temps pour expliquer, mais les conditions aujourd'hui sont vraiment très différentes. Donc, ce qui est important à noter, c'est que pour l'ensemble des entreprises nationales, européennes, il devient vraiment très important d'avoir ce contrôle des données et de pouvoir maîtriser les applications derrière tout cela. Slide suivante. Un point important dans la définition de ce qu'on appelle la souveraineté. En fait, il faut être conscient qu'il y a cette notion de territorialité, il y a la notion de conformité donc à des standards, et notamment une certification, une qualification qu'on appelle SecNumCloud, qui est engagée depuis 2 ans, pour lequel d'ailleurs nous sommes en phase finale d'attribution. La confidentialité qui est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'on peut garantir de la sécurité, mais de la confidentialité, par exemple soumis au Cloud Act ou Patriot Act, on ne peut pas garantir cette confidentialité. Donc l'État US a la capacité de demander toutes les données qui sont sauvegardées. Cette notion de réversibilité aussi, de locking, ce qui est un point important, c'est-à-dire que quand vous êtes engagé chez un CSP, il est très difficile de pouvoir en sortir. Les notions de connectivité aussi, et notamment par rapport à des réseaux sécurisés, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants, le respect des règles GDPR, et puis effectivement la non-applicabilité du Patriot Act. Il y a une dimension que j'ai pas mentionnée ici, mais qui est une dimension de suprématie aussi. C'est-à-dire que pour des militaires, par exemple, la notion de domination et de suprématie est un point important dans cette notion de souveraineté. Il ne faut pas être à la remorque d'autres, mais il faut être toujours en anticipation. Voilà, slide suivant. Donc, pour expliquer finalement ce qu'est OVH, pour ceux qui nous connaissent finalement pas trop, aujourd'hui, on est un industriel du cloud. On est véritablement, notre métier est d'être fabricant. Donc, on
on conçoit nos serveurs, on conçoit nos baies, on conçoit nos data centers. Donc on a 30 data centers aujourd'hui dans 12 pays. Le cas particulier des États-Unis qui nous est souvent noté, c'est qu'on a une structure et une filiale qu'on a rachetée à VMware il y a des années de cela, qui est une entité totalement à part, qui elle-même est soumise au Cloud Act et au Patriot Act, mais qui est dans une structure juridique complètement à part et dans un environnement technique et commercial complètement à part. Il n'y a pas de lien au travers donc de cette structure aux États-Unis. Donc on a 34 points de présence, donc on est présent à peu près partout sur la planète avec un réseau extrêmement puissant, puisqu'en accès on est capable de gérer 20 terabits en entrée. On est 2300 employés, donc aujourd'hui on fait du cloud privé, donc sur base de VMware. Donc on a plus de 120 000 instances qui fonctionnent en permanence, 300 000 instances en cloud public sur OpenStack et 400 000 serveurs physiques qui fonctionnent dans nos 30 data centers. On a fabriqué plus d'1,2 million serveurs qui sont produits depuis 1999. La société a été créée par Octave Klaba. Son siège est à Roubaix avec effectivement une unité de production qui était basée à Croix. Une autre est basée aussi au Canada. On a plus d'1,5 million clients dans 132 pays, plus de 4 millions de sites web, plus d'1,5 milliard qui ont été levés depuis 2016. Aujourd'hui, on est dans une phase de levée supplémentaire pour améliorer et étendre notre croissance à l'international, entre autres. On a ce qu'on appelle un indicateur d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que dans nos data centers, on a une particularité, c'est que tous les CPU de nos serveurs sont refroidis par eau. Et donc, on a un PUE, c'est-à-dire on a besoin finalement, en dehors de ce qui est consommé par les serveurs, on a besoin de 9% d'énergie supplémentaire, ce qui nous mène à un ratio qui est parmi les meilleurs sur la planète et nous permet d'être qualifié comme Green Data Center. Voilà, donc l'entreprise a été créée en 99. Aujourd'hui, on est dans une logique donc d'évolution de nos offres IaaS sur du PaaS, donc de plateforme as a service, voire du SaaS, puisque aujourd'hui, au-delà du fait que 80% de nos activités sont dans le cloud, on a des solutions bastions. Donc sur base Exchange, par exemple, on a un environnement aujourd'hui avec plus de 10 millions d'utilisateurs qui utilisent un Exchange donc Microsoft, hébergé chez nous, complètement sécurisé, sur lequel il n'y a pas moyen de contrôle. Et aujourd'hui, un certain nombre d'éditeurs, d'ailleurs, sont tout à fait intéressés, et notamment américains, pour passer dans le même modèle. Je pense à ServiceNow, Elasticsearch ou d'autres, qui aujourd'hui, finalement, sont soumis à des problématiques de sécurité et de confidentialité. Slide suivant. Voilà, donc notre une petite erreur, mais enfin bon, notre marché, il est à l'échelle planétaire. On se retrouve face à AWS, naturellement Amazon, Azure, donc Microsoft, Google, IBM, Oracle, et puis de côté Chine, Alibaba ainsi que Huawei, voire d'autres, Tencent et autres. Donc ce qu'on peut noter, c'est que chacun étant soumis à des règles de souveraineté un peu spécifiques. En Chine, c'est un peu opaque, on va dire. Aux États-Unis, on a l'avantage que ça soit un peu plus clair, mais que ça soit utilisé à des fins commerciales. Donc notre position aujourd'hui en tant que leader de cloud européen est de nous positionner donc sur ce marché, donc d'investir très très lourdement pour accroître notre position. Et j'expliquerai dans un instant comment on le met en œuvre. On est reconnu par l'IDC et par Forrester comme parmi le top 10 des cloud providers mondiaux. Slide suivant. Voilà, alors un bref rappel de ce qu'est finalement la stratégie donc du cloud, on va dire, alors non pas souverain mais de l'État. Je rappelle que en juillet 2018 a été affichée une doctrine
notamment autour de l'État pour faire des économies, notamment sur l'IT et sur les dépenses d'IT, qui étaient évaluées à 12 milliards. Et donc la conclusion était de dire que l'utilisation donc d'un cloud externalisé pouvait amener des économies substantielles. Donc l'idée et l'impératif, c'était donc de maîtriser les coûts, standardiser, amener de l'agilité, naturellement asseoir aussi de la souveraineté sur certaines demandes, notamment DR, et puis avoir une conformité par rapport à SecNumCloud, donc poussé par l'ANSSI, et pouvoir être accordé par rapport au réseau interne de l'État. Donc dans ce cadre-là, il y a 3 cercles qui avaient été définis, qui sont toujours actifs. Le cercle 1, donc l'interministériel, donc intérieur, finance, agriculture, mais aussi les militaires, sont dans une logique d'avoir un cloud interne qui permet de répondre effectivement à des besoins de sécurité accrus et qui ne peuvent pas faire appel notamment pour des secrets défense, confidentiels défense. Le cercle 2, donc, qui était piloté par le ministère de la Défense et la DINUM, la DSI de l'État, qui est un cloud externe qui a pour objectif de pouvoir répondre à des besoins DR, mais qui peut s'appliquer aussi aux besoins des opérateurs d'importance vitale ou des OSE, des opérateurs de services essentiels. Opérateurs d'importance vitale, c'est environ 250 entreprises répertoriées, et les OSE, on va dire environ 200 entreprises. Et enfin, le cercle 3, qui est le cloud broker, une solution de cloud broker poussée par l'UGAP et la DAE et qui permet aux collectivités locales et territoriales de commander du cloud public, voire d'ailleurs du cloud privé dans certains cas, mais donc dans une logique qui nécessite pas obligatoirement d'appel d'offres. C'est donc un modèle agile, un peu comparable à ce qu'avaient mis en place les Anglais avec G-Cloud, par exemple. Voilà, slide suivant. Donc alors peut-être pour préciser, parce que c'est tout de même assez compliqué et on doit le faire assez fréquemment, expliquer comment au travers de cette pyramide tout ça s'imbrique. Le C1, donc premier niveau, cloud interne, c'est du confidentiel défense, c'est du secret défense, c'est on-premise en règle générale, c'est du cloud intégré. On peut être amené à intervenir là-dessus et proposer un modèle. Donc on a proposé à T-Systems, vous l'avez peut-être vu récemment dans le cadre des accords que nous avons passés, où on a une solution qui est packagée et fournie à T-Systems, donc en Allemagne, pour répondre à une industrialisation du cloud et à des besoins donc de collectivités donc allemandes, mais qui pourraient être étendus. Le cercle 2, donc DR, donc qui est sur lequel on s'appuie sur une goose zone que nous avons constituée, et là qui répond aux besoins donc d'acteurs de l'administration centrale en grande partie, mais pas uniquement. C'est un sujet sur lequel la qualification SecNumCloud est importante. Je rappelle, c'est 250 exigences, c'est assez lourd, un process, il faut bien compter 1 an pour être qualifié. Voilà un troisième domaine qui est le cloud de confiance, qui est une forme de label qu'on a constitué, sur lequel de nombreux éditeurs, aujourd'hui environ 200 partenaires éditeurs référencés souvent en UGAP, viennent s'associer autour de cette initiative Open Trusted Cloud et qui permet donc d'héberger dans un environnement sécurisé, suivant donc des principes SecNumCloud ou moindre, parce que SecNumCloud est néanmoins très contraignant. Et donc, l'objectif est d'avoir une garantie de confiance que nous apportons. Et enfin, donc le cloud de GaiaX qui est en train de se mettre en place, sur lequel on est partie prenante et membre fondateur sur les 22 membres. Donc, on est partie prenante côté France et côté 6P, puisqu'on est aussi, on anime la communauté et l'association 6P notamment. Voilà, et enfin le dernier niveau qui est le C3, qui est en fait finalement un cloud externe qui va être non plus sécurisé, mais qui est véritablement donc du cloud public. Et là-dessus, donc les offres de cloud hybride peuvent effectivement venir s'imbriquer. Le dernier niveau étant un niveau de certification ISO 27001, ISO finalement HDS aussi, ou d'autres, PCI DSS notamment.
slide, avant-dernier slide, pour préciser ce qui a été fait. Alors, malheureusement, on voit pas tout le copier-coller à limite la lisibilité. Il faut savoir que depuis finalement mi-2019, on a mis en œuvre avec Capgemini donc une solution donc de Google Zone qui a été effectivement élaborée et qui permet de répondre à la fois les besoins d'Interco Intradef, donc du ministère des Armées, du réseau RIE Renater, donc pour l'interministériel, et du réseau One pour les OIV. L'idée, c'est d'avoir une zone complètement bien, comment dirais-je, structurée, permettant de gérer du cloud hybride et permettant d'amener le niveau de sécurité nécessaire et exigé par la partie comme cyber, notamment de l'armée, mais pas uniquement, puisqu'il y a d'autres acteurs hors Minarm qui sont censés pouvoir être hébergés dans cette structure. Cette structure est dupliquée, elle est à la fois basée donc à Roubaix et l'autre entité dupliquée est à Strasbourg. Voilà, et enfin peut-être pour conclure, donc, vous allez trouver donc sur le slide final un peu une synthèse de tout ce que nous avons mis. Alors, malheureusement, c'est illisible. Les points importants sont pas obligatoirement véritablement faciles à comprendre. Il faut comprendre que toute notre construction donc de cloud est basée véritablement sur une élaboration interne. On fabrique nos propres serveurs, on fabrique nos propres environnements pour être indépendants, si vous voulez, donc d'acteurs, jusqu'à nos systèmes de routeurs qu'on a effectivement modifiés. On a une démarche totalement éco-responsable, donc on fait très très attention à cela et depuis longtemps. Donc ça fait plus de 7 ans qu'on a effectivement donc des durées de vie qui ont passé pour certains serveurs plus de 10 ans. Donc c'est des systèmes qui nous permettent de faire vivre dans la durée tout ce on n'est pas à des serveurs qui tournent tous les 3 ans par exemple. Le fait d'avoir une offre qui répond aux besoins des grandes entreprises, des PME, PMI et puis du particulier nous permet de jongler et d'avoir des durées de vie serveurs importantes. On a un réseau de fibres qui est propriétaire, on a 34 points de présence qui nous permettent d'être présents un peu partout sur la planète. On a un réseau de transit qui est effectivement très très conséquent. On a un réseau privé qu'on a constitué pour l'interopérabilité entre nos data centers, à l'exception donc des Américains qui sont dans un environnement propre et comment dirais-je bien dissocié pour les questions de Cloud Act et Patriot Act. En termes de sécurité, on a effectivement une sécurité étendue. On est d'ailleurs présent aux assises là pour préciser un peu tout ce qu'on a mis en œuvre. On est confidentiel donc RGPD. On a une redondance effectivement totale sur les réseaux électriques. Le problème qu'on a connu donc en novembre 2017 a été résolu depuis longtemps et donc on a bien amélioré les choses. On a une protection anti-DDoS de plus de 17 Tera donc qui nous permet effectivement donc de gérer toute attaque d'APT comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On a un système de chiffrement qui est à la maîtrise des clients en règle générale. On est dans une territorialité française, mais pas uniquement européenne. On amène une traçabilité complète de tout ce qui est fait chez nous, même si une grande partie est automatisée. On n'est pas soumis au Patriot Act. On attend la certification ou la qualification SecNumCloud dans les semaines à venir. Voilà, et enfin pour conclure, on est toujours dans un environnement de cloud ouvert, interopérable, donc 100% donc de ce que nous poussons vont dans ce sens, donc d'aller sur des standards. On est toujours dans une logique de prédictibilité de prix, donc on intègre les prix, ce qui nous met en large concurrence par rapport à nos concurrents américains. Et puis on a une offre hybride. Et puis on a, comme je le disais tout à l'heure, donc des solutions sécurisées type Exchange SharePoint, mais au-delà de ça avec d'autres acteurs éditeurs. Voilà, excusez-moi, ça a été mené un peu bride abattue. Je laisse la parole à Olivier, excusez-moi. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir. Olivier, je ne sais pas si on t'entend. Et Olivier, on semble vous avoir perdu. Une complexité.
Olivier, vous pourriez peut-être couper la caméra, on vous entend pas et on vous voit plus. Bon, je vous prie de nous excuser, nous avons, semble-t-il, perdu Olivier. Lui donner une Est-ce que petite vous seconde. m'entendez, Michael? Oui, Olivier, je vous entends. Je vais couper la vidéo parce qu'apparemment j'ai des problèmes de réseau Très bien. et On vous entend se très bien. déconnecte. Bon, voilà. Donc je disais que j'allais parler de légal quand Jean-Philippe Huigou de la développement avait parlé de Lego. Voilà. Ce que j'ai retenu des interventions qui m'ont beaucoup intéressé aussi bien de vous, Michael, que Jean-Philippe et Pascal, on voit bien qu'il y a là une complexification supplémentaire avec cette urbanisation du système d'information qui est en train de se mettre en place. On a beaucoup parlé déjà de cloud public, privé, hybride. Maintenant, on parle de désiloter, de modulariser, découper sa donnée, euh, Jean-Philippe m'a parlé de cloud spaghetti. Donc effectivement, il y a une complexification et ça signifie deux choses. Ça signifie un risque d'insécurité juridique et on va dire de nouveaux enjeux sur les deux grandes thématiques qui doivent nous intéresser quand on parle légalité et responsabilité juridique, c'est-à-dire un, la confidentialité des données et deux, la sécurité des données. Car on parle là de la confidentialité et de la sécurité des données de vos clients et peut-être même des utilisateurs de vos clients, voire même des clients de vos clients. Et donc, ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, c'est que, par exemple, le RGPD, c'est pas simplement des actions possibles du régulateur, mais c'est peut-être demain, et peut-être même d'ailleurs dès à présent, ça, comme on commence à le voir, des réflexes, des actions des citoyens, des consommateurs, des salariés, des clients, qui sont les personnes concernées. On a fait tout ça pour eux. Alors, comment répondre à cette complexification qui effectivement vient frontalement avec la notion de confiance. Comment répondre à ça? Alors je dirais que idéalement, le droit doit répondre à cette complexification en apportant de la simplification. Je dis idéalement parce que peut-être que ça va faire sourire quelques-uns quand je dis ça. Je rappelle que Léonard de Vinci disait que la simplicité est la sophistication suprême. Alors il faut retrouver les chemins de la simplicité. Et il y a trois voies possibles. Une a été évoquée assez longuement par Pascal Guyet, c'est la question des certifications et des labels. Ça a été évoqué, SecNumClab par exemple de l'ANSSI, est une labellisation extrêmement contraignante, c'est vrai, mais qui répond finalement, ces labels, il n'y a pas que SecNumClab, qui répondent à cette complexification. La deuxième, je dirais, c'est l'outil juridique que constitue, qui est le plus mobile, qui est le plus malléable, agile, que constitue le contrat. Alors évidemment, dans le cadre public, quand on parle d'AWS, quand on parle de ces très grandes sociétés, même d'une certaine manière OVH, on est dans des contrats d'adhésion. Mais je dirais que plus le contrat vous apparaît complexe, plus il renvoie à une espèce de nombre de liens, de sous-dossiers. Il y a quelques années, j'avais écrit un article sur les conditions générales d'Amazon, où j'avais demandé à un doctorant en droit de prendre le contrat Amazon et de le commenter. Il a passé, je crois, 3 à 4 jours complets sur le contrat, et en faisant jouer tous les liens qu'on trouvait sur le contrat, sur les conditions générales de service Amazon, il n'a jamais réussi à trouver la totalité du contrat. Alors, ce type de pratique-là, à mon avis, va rapidement être quelque part condamné ou dénoncé dans les années qui viennent. Le contrat doit être un outil clair, compréhensible, qui répond aux deux grands enjeux que sont la confidentialité et la sécurité des données. Et la question de la souveraineté n'est que, je dirais, l'élément extrême de ces deux questions, de ces deux thématiques. C'est le symptôme extrême. Quand on n'a plus le recours de surcroît possible
à ses tribunaux, à ses services de police, d'enquête, de justice pour faire valoir ses droits, alors là, évidemment, la question de la confidentialité et de la sécurité des données, elle a atteint un point extrême. Et puis, dernier point, et je voyais, j'en aurais fini, après on pourra peut-être échanger, Jean-Philippe Bouigou a évoqué le RGPD et l'impossibilité d'être conforme au RGPD compte tenu de la complexification. Alors, je voudrais quand même remettre le débat vraiment là où il doit être vis-à-vis du RGPD. Pensons à toute la réglementation en matière comptable et financière. On a des comptes annuels obligatoires et ça va de votre cordonnier jusqu'à l'entreprise qui est au CAC 40. On a une documentation elle aussi obligatoire. Les factures, c'est pas n'importe quel document. Il faut des mentions obligatoires. Il faut les conserver de telle façon pendant tant de temps. Et puis, dans certains cas, lorsqu'on a atteint un certain nombre de seuils, on doit avoir des commissaires aux comptes et qui font des rapports annuels dans des assemblées générales. Bref, tout ça est extrêmement complexe, mais a été totalement intégré par la société. Personne aujourd'hui ne vous dira je n'établis pas mes comptes annuels parce que c'est extrêmement complexe. Et parfois, on est dans des structures financières qui sont extrêmement complexes. Il faut penser qu'on est dans une situation de mutant, d'intermédiaire. Et ce qui a été mis en place par le RGPD, c'est tout simplement un droit de la comptabilité de la donnée personnelle. Et donc, tout ce système que je viens de vous écrire, on le retrouve dans le RGPD. Donc, la complexification ne peut pas être l'excuse qui permet d'échapper au RGPD. Il y a toujours moyen de retrouver ces petits, de remettre en place le système. Voilà. Et là aussi, le temps, malheureusement, c'est quelque chose qui est plus trop à la mode, mais le temps fera son effet. Il faut laisser le temps au temps. Je crois que c'est un président de la République qui avait dit ça il y a quelques années. Il faut laisser le temps au temps. Le RGPD va s'intégrer petit à petit dans notre société. Et on pense en règle générale qu'il faut 5 à 10 ans pour qu'une loi, et probablement plus 10 que 5, pour qu'une loi entre dans les mentalités et qu'elle s'applique. On est dans ce système-là, il faut bien voir ça. Donc, répondre à la complexification, le droit va devoir tenter de simplifier les choses. Et donc, 3 mots, certification, label, contrat et effectivement application de la réglementation. Voilà ce que je voulais dire, Michael. Ouais, c'est très court. Je suis à disposition pour les questions s'il y en a, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Nous avons fini notre petite présentation. J'espère qu'elle vous a tous plu. C'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Le temps que vous posiez vos questions, je tiens à remercier tous les intervenants, Jean-Philippe, Pascal, Olivier. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes et constructives. Et merci à Tech in France de nous avoir permis de nous exprimer au sein de leur communauté. Voilà. Donc, je laisse maintenant la main aux questions. Est-ce que quelqu'un veut éventuellement poser quelques questions? Nous sommes à votre disposition côté Tech in France et moi-même pour répondre à tous les que vous pourriez avoir par la suite. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter et on travaillera avec plaisir sur vos réponses adaptées. Bon, il ne semble pas y avoir de questions. Ok. Bon, écoutez, pas de questions. Donc, on a un petit peu dépassé le temps. On s'en excuse. On espère que vous avez apprécié ce moment comme nous. Encore un grand merci à tous mes collègues et une belle journée à tous. Au plaisir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.